l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue au tribunal de l'actualité. Dans notre société, où la prudence encourage le laxisme, où la législation incite à la paresse, où la grève est tenue pour une forme d'expression majeure, il n'y aura plus bientôt que le bois pour travailler, quoi qu'il arrive. C'est un extrait de 1001 pensées de Philippe Bouvard et c'est à méditer en cette journée du 3 octobre 2019. Bienvenue à cette quatrième convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Loukman Sanfo. Bonjour Bernard, bonjour Geoffroy Vaha. Bonjour Président, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Vous faites office de juge au siège. Donc, à cette émission, mesdames, messieurs, nous allons parler encore une fois de l'actualité qui est notre matière. Et hier, la mairie de la ville de Koudougou, avec à sa tête le maire Mokhtar Morizongo, a conduit une opération de déterrement de bornes implantée par une société immobilière. Selon donc les autorités de la localité, la dite société n'avait pas autorisation pour mener une telle opération qui s'est déroulée dans un espace vide hors lotissement. Pourtant, des centaines de personnes ont déjà souscrit à l'opération. Vous savez également, il y a quelques jours, les habitants d'une cité à Saba étaient à couteau tiré avec le promoteur pour promesses non tenues depuis des années sur la question donc de la viabilisation de leur cité. Tout cela remet au goût du jour la question de la promotion immobilière au Burkina Faso, notre pays, qui ressemble bien souvent à une arnaque à ciel ouvert sous le regard de l'État. Quel regard porter à cette situation encore une fois? C'est la première affaire de cette émission, les tribunaux de l'actualité. Et si vous nous avez suivi hier, vous savez qu'une affaire a été renvoyée à aujourd'hui, l'affaire de la signature de la paix des braves entre l'ancien président sénégalais, Maître Wade, et son dauphin, l'actuel président Macky Sall. Donc, il y a quelques jours, en tout cas, la réconciliation a été faite. Des images fortes ont circulé au Sénégal et dans la diaspora sénégalaise. On va y porter un jugement. Eux qui ne s'étaient pas parlé il y a déjà 10 ans. Merci de nous recevoir chez vous à travers Watt FM et Tree TV. Voici les avant-propos de cette émission, les tribunaux de l'actualité. Bernard Boukma, vous avez la parole pour vos avant-propos du jour. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la famille politique du CDP. S'il faut parler de famille CDP encore avec ce qui se passe, c'est que la famille retourne encore à la barre le 9 octobre prochain. Et donc, il y a des plaintes encore qui ont été formulées contre la direction actuelle, donc, qui demandent donc, que les choses soient revues. Vous savez que ce qui a été jugé en référé, la juge a estimé qu'il n'y a pas lieu de faire un référé parce qu'il y a un boulot à faire dans le fond.
Et donc, c'est pas au juge des questions d'urgence de régler ces choses-là. Donc, ça a été effectivement revu pour que les choses soient revues dans le fond. Donc, ce qui est également visé, c'est le récépissé du bureau détenu par Eddy, une procédure de certains militants contre leur éviction au niveau du bureau politique national, une procédure également pour l'éviction des gens introduits dans le BPN alors qu'ils ne remplissent pas les conditions. Et puis bon, je ne pourrais pas tout citer comme c'est un avant-propos. Voilà. Donc, autrement dit, la crise, comme on le dit, n'est pas encore finie. Les procédures, il y a encore une procédure, comme je l'ai dit. Donc, et cette fois-ci, c'est pour le moment l'El Kwanda qui convoque, qui se plaint. Donc, on ne sait pas ce que les autres nous réservent, parce que je pourrais aussi que certains qui ont été sanctionnés puissent demander à ce que leurs sanctions soient revues vis-à-vis de la loi. Donc, toutes ces choses-là se déroulent, comme je l'ai dit, alors que 2020 approche à grands pas. Tous les partis politiques sont en train de s'organiser, et au niveau du CDP, c'est pour le moment des querelles de positionnement et ou de leadership, de légitimité, et je ne sais pas moi. Et donc, nous observons comment est-ce que les choses vont évoluer. Et puis bon, l'essentiel, c'est que tout concourt au renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Et c'est ça l'essentiel. C'est à mon avant-propos. D'accord. Bien noté. Merci de nous le partager ce matin. Nous passons maintenant la parole à Geoffroy Vaha, juge au siège, pour ses avant-propos. Merci, Président. Moi, j'aurai un avant-propos. Cela concerne le Mali. On sait ce qui est arrivé il y a seulement quelques jours à la frontière avec le Burkina Faso. Cette base qui a été tapée, on en parle d'en gros 25 morts. Il y avait beaucoup de disparus, une cinquantaine. Il y en a qui sont revenus et d'autres qu'on ne retrouve jusque là-bas. Il y a des familles qui ont commencé aussi à donner de la voix parce qu'il y a cette inquiétude qui est la leur, de ne pas voir leurs proches revenir, de ne pas savoir clairement qu'est-ce qui est advenu d'eux, et puis aussi de demander des comptes à des autorités. Parce que pour elles, parlant de ces familles-là, tout n'est pas forcément mis en œuvre pour que leur mari, leur père ou quoi que ce soit, qui soit au front, soit dans des conditions les plus idoines pour mener la lutte qui est celle de l'intégrité territoriale en termes de défense, n'est-ce pas, du Mali et de sécurisation notamment de ce sol-là. Ça, c'est vrai que ça fait mal quand on entend ces familles-là. Ce matin, c'est sur une chaîne étrangère, on entendait cette dame qui, la gorge nouée, partageait ses meurtrissures. Elle ne voit pas son mari, elle ne sait pas ce qu'il advient de lui. C'est des choses qui font assez mal. Mais en même temps, ça fait qu'on a le droit de se poser des questions. Quand vous lisez aussi l'Observateur dans sa parution, notamment celle du jour, sur la question de l'offre domestique de sécurité pour ce qui est des pays qui sont les nôtres, qui font face à ce terrorisme-là, il y a tellement de choses à redire. Et il y a comme si on était un peu court sur la menace qui est en face, on est en droit de se poser la question légitime sur l'aide qui vient d'ailleurs, ce qu'on appelle quelquefois forces étrangères, sur leur rôle. Et non seulement cela, sur la justification qu'ils soient là. C'est-à-dire que quand on regarde la façon dont on n'est pas capable de gérer certaines choses, on a le droit de se dire pourquoi vomir un remède qu'on nous propose, même si on sait que c'est trop amer. C'est la grande question que pose l'Observateur toujours, et ça mérite quand même ce regard-là pour moi d'être pris en compte, même si on sait que dans le fond, d'autres diront qu'on est aussi attaqué parce que ces forces-là sont présentes. Donc, c'est pas forcément, faut pas voir le côté solution, il faut voir la cause aussi à laquelle il participe dans la dynamique d'attaque, et plutôt le ciblage et les raisons qui font que certains pays sont attaqués et tout. Quand on se réveille le matin et qu'on entend ça, on a toujours froid dans le dos parce que c'est le Mali, c'est un pays frère, c'est un pays voisin, et nous on entend aussi les mêmes choses au Burkina Faso. La question sécuritaire, ce sera l'enjeu des élections prochaines. On attend de voir ce que chacun nous proposera, parce que c'est ça le plus important. On a droit de la part de l'opposition de critiques c'est mardi. Et on espère, avec les consultations électorales qui approchent, lire clairement dans ce que chacun nous propose pour ce qui est de ce point-là, parce que c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est de ça que tout dépend. On ne se développe pas dans du bruit, on ne se développe pas dans la guerre, on ne se développe pas dans l'incertitude.
Merci à vous, juge au siège Geoffroy Vara, pour ce regard sur l'actualité également, avec évidemment la complicité de Bernard Bougma. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons nous prononcer sur la première affaire annoncée. Il faut déjà savoir que notre matière, c'est l'actualité. Donc, on porte un jugement sur les faits majeurs de l'actualité. Et ce matin, on va encore une fois porter un regard, un énième regard, va-t-on dire, sur les droits au logement dans notre pays, le Burkina Faso, en lien avec la promotion immobilière dans ce pays-là. Alors, nous recevions, il n'y a pas très longtemps, des plaignants, des victimes d'une société immobilière pour comprendre la situation. Et dans la presse également, on ne manque pas d'occasion pour relayer cette information sur des problèmes, difficultés qu'on a aussi avec certains promoteurs immobiliers. Récemment, c'était des habitants d'une cité dans la commune de Saba qui s'en plaignaient pour promesses non tenues suite justement aux échanges avec le promoteur en question. Alors, aujourd'hui, c'est le maire de la commune de Koudougou qui était dans une opération de déterrement des bornes implantée par une soi-disant société immobilière qui n'avait pas justement droit et autorisation pour procéder à, en tout cas, des ventes de parcelles, et pourtant des centaines de personnes ont souscrit à cette opération. Alors, donc, nous revenons encore une fois pour jeter un regard sur la situation. Bernard Bougma, pour commencer, il y a quelqu'un qui a laissé entendre que l'une des raisons d'une prochaine insurrection au Burkina Faso, s'il doit en avoir, ce serait bien la question de la promotion immobilière, le droit au logement. Alors, est-ce que la situation est suffisamment inquiétante ou bien ce sont des on en fait trop? Bon, elle est inquiétante, mais il y en a aussi qui disent que la prochaine insurrection, ça va être par la justice. Donc chacun a un domaine où il estime qu'il aura une insurrection. Bon, parce qu'on vit aussi avec l'esprit de l'insurgé permanent. Et donc cela nous poursuit. Et puis bon, tout est bien pour faire une insurrection. Donc parfois il y a une exagération dans les choses. C'est ce que je pense. Maintenant, pour revenir effectivement à votre question, la question foncière est une question éminemment complexe, sérieuse, donc très difficile même d'ailleurs à démêler. Je parle même pas déjà, je quitte la ville, le milieu rural, comme on appelle ça, les communes rurales, pour aller même dans les zones reculées, où des gourous à Ouagadougou sont allés prendre des hectares, morceler des hectares. Il y en a qui ont mis des murs de fortune, il y en a c'est du grillage, d'autres c'est une maison de fortune, et qui se font appeler agro-businessmen. Pourtant il n'y a rien là à l'intérieur. Et donc au début vous prenez un jeune avec tout ce qui va avec, et puis vous lui payez mal, il finit par vendre les poulets et autres, ou bien il s'enfuit avec ce qu'il peut faire comme objet vendu, et puis c'est fini. La réserve est là, elle n'est pas exploitée, et puis ça est là. Il y a des cas où il y a dans des localités au Burkina, notamment dans le Ziro c'est pratiquement une poudrière sur ces questions-là. Vous avez parfois des doubles attributions en brousse. Hein. Donc vous avez des domaines qui sont doublement attribués à des gens. Donc ce problème n'a même pas encore commencé. Maintenant, dans les zones urbaines, rurales, ou pour les questions de lotissement, on a aussi les mêmes problèmes. Parce que chacun débarquait à Ouaga dans l'idée d'avoir forcément une parcelle. Et donc, de ce fait, il y en a qui ont préféré habiter dans ce qu'on appelle les zones non loties. Et puis, bon, à un moment donné, c'était devenu très compliqué, des doubles attributions, de la fraude et tout ce qui va avec. Donc, les opérations de lotissement ont été suspendues. Jusqu'à présent, elles ont repris dans les autres localités, en dehors de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, parce que là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. 6 mois avaient été donnés. Donc on attend toujours. Je pense que les 6 mois sont passés. Les vacances gouvernementales étant également terminées, on attendra véritablement la suite pour voir comment Ouagadougou et Bobo seront traités. Mais en attendant, la situation est préoccupante parce que avec tout cela, la promotion immobilière est entrée en plein pied là-dedans. Et c'est ça qui a presque tout gâté, pour parler comme l'homme de la rue. Alors, vous prenez la périphérie de Ouagadougou, vous avez les zones non loties. Naturellement et objectivement, il y a des zones où on ne peut pas avoir de la parcelle pour tous les habitants. Ça, ce n'est pas possible. Mais ce qui devrait permettre un relogement dans la périphérie, il n'y a plus d'espace. Parce que les promoteurs immobiliers, ils ont tout pris. Après eux, vous avez ceux qui ont pris des grandes réserves. Vous ne savez pas ce qui va être fait là-dedans. 10 ans, le terrain nu, il est là. C'est peut-être une maison de quelques tôles. Et puis, tout s'arrête là. Donc, les réserves là ont été, c'est pris. Où est-ce que, quand les opérations de lotissement vont être lancées, la solution palliative viendra d'où? Pour ceux qui seront installés sur des sites prévus pour des réserves administratives, des lieux de culte ou des voies à dégager. Donc si c'est une voie qui touche votre maison de non loti, normalement
recaser. On va les recaser, on va les reloger où? Parce que c'est fini. Les communes rurales, c'est pratiquement fini. Donc je pense qu'il y a cette réalité-là qui est là. Maintenant, à l'intérieur encore, vous avez effectivement ces messieurs comme ceux de Koudougou, ces escrocs par exemple, qui sont également et qui font un travail qui ne facilite pas les choses. On a maintenant sur la main des victimes, ces citoyens-là sont des victimes. Qu'est-ce qu'on en fait dans un État responsable? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'eux? L'auteur de cette escroquerie, qu'est-ce qu'on a fait? Et donc, la situation, elle est là. Donc, il y a une situation qui est préoccupante, effectivement, à tous les niveaux. Mais ce n'est pas que les signaux n'ont pas été énoncés depuis longtemps. Le vieux Traoré en a fait son cheval de bataille. C'était sa bataille pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. Il a connu des moments d'infortune. Traoré, c'est Seydou Traoré. Voilà. Du MS Pétrole. Donc, il a connu de la difficulté avec toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu à Ouagadougou? Donc, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. C'est dans ce sens-là que de nouveaux acteurs sont venus et s'ériger maintenant en défenseurs des zones non loties et qui organisent des marches d'ailleurs. La dernière marche a été sur la primature, effectivement, pour dénoncer le pillage des terres et dénoncer un certain nombre de malversations liées à la question foncière. Mais la vérité, c'est que si les opérations de lotissement ont été suspendues, il y a problème. Si elles ont repris, à l'exception de Ouagadougou et de Bobo, c'est que véritablement il y a problème. Donc il y a à regarder de près. Et je pense ce qu'il doit faire, c'est une thérapie de choc. Et traiter le dossier avec toute la rigueur qui va avec. Sans cela, ça va être très compliqué. On s'est laissé rattraper alors qu'on avait la possibilité d'informatiser le système dès le départ et cela a réglé beaucoup de problèmes. Des gens ont proposé même l'informatisation du système à certains maires. Le maire a regardé et puis et le conseil municipal a rejeté. Le maire est d'accord, le conseil municipal n'est pas d'accord. Parfois, le conseil municipal est d'accord, le maire n'est pas d'accord. Tout simplement parce que monsieur à lui seul, ou des conseillers ont à eux seuls beaucoup de parcelles. Et donc l'informatisation va permettre de ressortir tout cela. Et il y en a qui ne veulent pas perdre leurs avantages, qui disent non, c'est pas la peine, non, vous savez, l'informatisation là, on n'est pas encore à ce niveau, vous savez, c'est compliqué, l'outil informatique, c'est bon d'abord, on n'a qu'à être prudent, on va aller étape par étape. Quelle étape par étape? Un logiciel installé sur une machine qui vous fait un répertoire qui cartographie les choses et puis qui décèle, est-ce que c'est compliqué? Maintenant, si vous avez un trop-plein qui ne vous appartient pas, vous rétrocédez et on passe à autre chose. Mais ça demande maintenant de la rigueur. Mais quand c'est un conseil municipal et que le maire est en minorité, il ne peut pas faire passer. Puisque le conseil, si la majorité n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas. Maintenant, si la majorité veut et le maire lui-même ne veut pas, et il a pu trouver des conseils pour se rallier à sa cause, bon, voyez-vous. Donc, je pense qu'il y a toutes ces difficultés-là qui ne facilite pas les choses. Évidemment. Alors, pour Bernard, il faut à la fin une thérapie de choc, comme il le dit dans ses propres termes, mais cela suppose que le diagnostic établi soit sincère et qu'il soit bien sûr à la compréhension de tous. Est-ce que vous, à ce jour, quand vous avez une bonne lecture de la politique qui est menée par le gouvernement sur la question foncière, parce que depuis l'enquête parlementaire sur la question, on n'est pas très situé sur quel pied danse le gouvernement. On a l'impression qu'il y a une politique qui est menée, mais jusqu'ici n'est pas très bien comprise. Quel est votre regard de façon générale sur ce qui est implémenté à ce jour? D'abord, c'est que on a vu que la question des lotissements, ça a secoué, on dira comme ça aussi, la République. À un moment donné, on a vu des maires tomber en disgrâce pour ça. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, il y a plusieurs années, ça concernait même un autre régime. Et puis, on décide d'arrêter les lotissements. Vous parliez tout à l'heure de thérapie de choc. C'est le début de la thérapie de choc. Maintenant, est-ce que les 12 administrés ont été de l'ampleur du cheval, comme on dit, pour régler définitivement le problème? Je dirais non, parce que jusqu'à présent, le problème c'est que, au regard des textes, les gens ont vu dans des failles et le problème est en train de se déplacer. C'est-à-dire que pendant que vous tentez de régler un problème, il y en a un de latent que vous constatez, que vous voyez, parce qu'on a reçu ici des ministres en charge de ces questions-là, qui ont reconnu le problème et qui disaient qu'eux ne donnaient pas d'autorisation. Mais quand vous ne donnez pas d'autorisation et qu'il y a des gens qui ont pied sur rue, des gens qui font des spots publicitaires, qui appellent des gens à venir souscrire, il y a un problème. Alors qu'on sait le schéma qui est le leur
pour à la fin pouvoir donner des villas aux gens. On sait qu'ils vont voir des propriétaires terriens, ils vont voir on va dire des chefs à la base au niveau local, ils négocient, on leur donne quelques parcelles qu'on viabilise et puis le reste, le gars il a tout pris et puis il lance sa campagne. Ce n'est même plus de la promotion immobilière, c'est devenu de la promotion foncière. C'est-à-dire ça a quitté son cadre. Alors que ça, c'est des textes qui devraient encadrer ça de façon très rapide. De sorte à ce que celui qui dit qu'il fait la promotion immobilière soit dans son domaine de définition le plus strict du terme. Qu'on ne le retrouve pas en train de faire de la promotion foncière. C'est vrai que les deux choses, diraient certains, vont plus ou moins ensemble, mais il faut savoir recadrer les choses. Et le point, c'est qu'il y a un pourrissement déjà qu'on constate. Et puis les grands espaces concernés, je suis désolé, c'est Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc, quand pour un problème posé, pour lequel il y a eu une onde de choc, on a attendu aussi longtemps, on ne voit pas dégager les solutions fortes. On est toujours dans l'attente parce qu'il y a du boulot qui est en train d'être fait. Mais à côté, il y a un problème qui est en train d'être créé. Et en même temps, la plupart des personnes qu'on a et dont les noms reviennent très souvent pour des campagnes qui ont été lancées et qui font l'objet d'une plainte, certains sont encore devant les tribunaux, mais ils continuent encore d'avoir d'autres campagnes ailleurs. Et ces personnes sont présentées comme des modèles économiques, des modèles de réussite, qui sont partis de rien, qui ont tracé leur chemin, alors qu'ils ont plein d'affaires pendant en justice, et toujours sur le même procédé. Il y a un problème. Il y a un problème. Et pour moi, à un moment donné, il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Et puis, il y a aussi qu'il faut travailler sur les esprits. Aujourd'hui, avec la métropolisation, vous avez eu la grande rencontre qu'il y a eu notamment entre le maire de Ouagadougou et d'autres mairies aux alentours. Les villes commencent à se toucher, il y a un genre d'enchevêtrement. On parle de métropolisation, c'est des villes aussi qui dans le processus d'urbanisation sont en train de s'agrandir et ça veut dire que ça va très vite. Mais pourquoi aussi? C'est parce que dans la tête de tout le monde, c'est-à-dire que avoir un chez-soi, c'est avoir une parcelle. On ne voit pas des murs, on ne voit pas des, comme on dit, les gens disent ailleurs HLM, voilà. On ne voit pas ça. Pour nous, tant que tu es, même quand tu es dans ce type d'habitation là, bon, du jour au lendemain, dans tous les cas, toi, il faut savoir que la parcelle là, c'est pas pour toi. C'est que tu as des murs, le jour où on vient casser, c'est fini. En fait, c'est dans le subconscient des gens. Mais pourquoi? Parce que si on n'est pas habitué à être sécurisé sur le long terme avec certains investissements et des risques qu'on prend. Vous pouvez faire ça, l'État même va lancer de vastes campagnes. Demain, on va vous dire que le site là, c'est pour ceci ou cela. Vous aurez fait 20 ans, vous avez fini de payer, en fait, de parcelles, vous n'en avez pas. Vous rentrez dans un vaste programme de dédommagement, et alors que vous l'avez fait sur un projet de vie, c'est souvent un peu compliqué. Il y a tellement de choses dedans. Je parlais du process qui est le leur. Allez voir souvent des propriétaires terriens et discuter. On sait que c'est des gens, aujourd'hui, ça crée des problèmes dans des villages. Parce qu'on estime que celui-ci a bradé alors qu'il ne devrait pas le faire. Il y a des générations qui viennent après, il n'a pas pensé à ces générations-là. Vous savez, quand on prend le cas de la crise, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce que nous on oublie, c'est que très souvent, les gens qui ont vendu les terres à des frères burkinabés qui y sont allés, mais c'est les enfants ou bien les petits-enfants qui sont venus réclamer. Mais quand le deal se faisait là, il y avait un fort consentement de leurs grands-parents. Mais après, voyant l'autre en train de s'enrichir sur son sol, ou bien jouir des retombées de ce que son patriarche a bradé, il vient un matin et puis il dit que c'est pour lui. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber là-dedans? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce danger-là à un moment donné? C'est toute cette réflexion-là qu'il faut mener. Et moi, je suis d'accord quand vous dites que c'est tellement fort que le retour peut être ingérable pourrait être ingérable pour certains régimes et même pour certains pays. Et il faut prendre le problème à bras le corps ici et maintenant. Effectivement, le mal semble
connu, mais quand on échange souvent avec certains collaborateurs du ministre en charge de l'habitat, ils disent que c'est une question qui n'engage que les supposées victimes avec les promoteurs immobiliers, parce que le ministère n'a rien à voir. Est-ce que vous y voyez une impuissance de l'État, ou bien qui laisse les populations face à ces promoteurs immobiliers? Dans la chaîne, effectivement, le ministère n'a pas grand-chose à voir en l'état actuel des choses. Et ça, c'est vrai. J'ai vu des gens, effectivement, qui ont rossé le ministère sur un coup de bâton sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi l'une de nos faiblesses au niveau des lois. On ne permet pas au ministère d'avoir cette force-là. Donc, il ne lui est pas permis. C'est la mairie. Parce que quand le promoteur commence ses démarches et s'entend avec les propriétaires terriens, il envoie le dossier sur la table du maire, qu'il envoie en conseil municipal. Et c'est après tout maintenant qu'on vient dire au ministère, prend un papier pour ajouter, c'est tout. Dans toute la chaîne, là, le ministère n'a pas grand-chose à jouer. Le ministère n'a pas grand rôle à jouer. Et ça, c'est une erreur. Et c'est cette faiblesse-là qui a suivi depuis. Et donc, les uns et les autres exploitent cette faiblesse. Mais la personne qui devait être rigide et dire les choses telles qu'elles sont, c'est le maire. À un certain niveau de superficie, c'est même plus au conseil municipal comment on appelle ça, de traiter le dossier, c'est le conseil des ministres. Mais comme les promoteurs savent, ils morcellent pour que les prérogatives reviennent toujours au conseil municipal. Donc, même s'ils vont faire ça en 3 fois, en 3 morcellements, c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, en réalité, mais c'est le maire aussi qui n'est pas conséquent, ou bien qui est complice. Sinon, le même promoteur, il vient avec une superficie. 2 mois après ou bien 1 mois après, attendez. On se dit, mais monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment, ça s'appelle la rigueur. Mais il y a combien de maires qui peuvent résister aux promoteurs immobiliers? Parce que vous avez des conseillers municipaux qui ont des sociétés immobilières. Vous avez des maires qui ont des sociétés immobilières. Vous avez certains gourous de la République qui sont cités à tort ou à raison ou soupçonnés de faire partie de certaines boîtes de sociétés immobilières. Maintenant, qui va trancher? Parce qu'un coup de fil anonyme peut vous dire, écoutez, c'est moi par rapport au dossier, la laisse passer. Un tel m'a dit qu'il a envoyé son dossier sur votre table qui doit être examiné en conseil municipal. Je compte sur vous pour faire. Est-ce que vous m'avez bien compris? Vous dites oui, vous avez bien compris. Au revoir et bonne journée. En 30 secondes, il a réglé l'affaire et puis continue. Dans ces conditions, vous faites quoi? Il y a des intérêts contradictoires. Tout à fait. Et il y a des conflits d'intérêts. Et donc, je pense que c'est ce qui fait que nous sommes dans cette situation. Il y a combien de sociétés immobilières au Burkina Faso? De l'après-insurrection jusqu'à aujourd'hui, mais les chiffres ont explosé. Chacun veut devenir promoteur immobilier. Maintenant, ajouter à cela, il y en a qui font les deux, promotion immobilière et promotion foncière. Et il y en a qui font seulement de la promotion foncière, d'autres font les deux. Et bon, et c'est maintenant un cafouillage total. Il y en a même qui sont inscrits promoteurs immobiliers, mais qui font de la promotion foncière. Mais maintenant, on a vu à Sava, quand le débat a été soulevé, après le travail des médias d'investigation, quand le problème a été soulevé, mais les propriétaires immobiliers sont sortis animer une conférence, non pas les promoteurs, les propriétaires terriens, pardon. Les chefs traditionnels sont sortis pour animer une conférence de presse et dire que c'est leur terre, ils en font ce qu'ils veulent et ils donnent à qui ils veulent. Ça ne vous regarde pas, taisez-vous. Et donc, l'État, la réforme agraire et foncière a permis que, effectivement, donc le promoteur, il règle d'abord, si le PV de l'arbre à palabre, tout est réglé, et que les propriétaires acceptent de céder leur terre. Il a ce PV, il arrive à la mairie, il fait d'autres papiers, la mairie regarde, dit c'est conforme, le conseil municipal dit c'est d'accord, on passe à autre chose. Donc arriver au ministère, c'est dire qu'il a eu l'autorisation de la mairie, c'est tout. C'est comme si c'était à titre d'information. Mais c'est nous qui avons voulu ça au Burkina comme ça. Et donc ce sont des choses qui nous rattrapent. Donc c'est mieux de légiférer et de régler rapidement cette question. Mais c'est très difficile, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des intérêts. Non, ce sont les conflits d'intérêts qui compliquent la situation. Sinon, ça ne devrait pas être un problème. Mais à Samba, il y a eu une plainte. Un conseiller municipal a déposé plainte. Parce qu'on a utilisé abusivement son nom et sa signature pour apposer en bas d'un procès verbal, alors que ça n'a pas été à l'ordre du jour lors de la session. L'affaire est allée en justice. L'affaire est allée en justice, ça c'est une vérité. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ou pourquoi ailleurs ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts, c'est tout. Si chacun faisait clairement son travail, le maire ne rêvait pas des parcelles pour pouvoir maîtriser ses conseillers municipaux, parce que lui aussi veut en redistribuer pour avoir le contrôle.
et que le chef traditionnel également est bien entouré et bien conseillé, parce qu'il y en a qui sont induits en erreur par leurs proches, donc on n'en serait pas là. Donc la réalité, elle est là. Mais on a travaillé à affaiblir le ministère dans cette affaire-là. Mais il y a nécessité que force revienne à ce niveau-là, sinon c'est très compliqué. On compte sur les élus locaux, mais avec la réalité du terrain, si un conseiller municipal ne s'est pas gêné de livrer son siège à un autre parti pour des questions comme ça, ce n'est pas face à un promoteur immobilier qu'il va dire non. Il y a cette réalité qui est là. Geoffroy Bernard émet l'idée d'une possibilité de réviser les textes pour que les intérêts des uns et des autres puissent être pris en compte. Est-ce que avant, en amont, il n'y a pas nécessité qu'il y ait une sorte d'assise nationale sur la question, parce que même si on y va, il y a bien d'acteurs qui ne comprennent pas la position du gouvernement et des autres acteurs qui concernés. Vous parlez d'assises, je pense qu'on a reçu ici Seydou Traoré dont nous parlions, la question du caractère inclusif des discussions pour résoudre le problème, je pense qu'il a été pris en compte avec l'arrêt du lotissement. Tous ceux-là, à un moment donné, en tant qu'acteurs sur le terrain, disaient ne pas avoir leur point de vue pris en compte. On les a appelés et ils ont travaillé avec les différents ministères. Ils nous disaient ici combien c'était avancé et tout, ça ils nous rappelaient. Donc, pour discuter de la question, je crois que il y a eu déjà cette inclusion-là. Maintenant, il y a quelque chose que Bernard disait tout à l'heure qui pour moi est très important. Il y a la question de collusion. Il y a la question d'intérêt, où il y a des vases communicants qui ne peuvent être coupés mais qui ne sont pas bons. Où il y a du politique qui a de l'intérêt avec l'opérateur, où il y a du politique et où d'autres personnes influentes qui sont même à certains degrés propriétaires, parce que participants du capital de certaines entreprises qui sont dans le domaine de ce que moi j'appelle la spéculation foncière au fond. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand ceux qui doivent prendre les textes sont même trempés. Quand ceux qui doivent, parce que aujourd'hui, quelquefois on dit non, celui-là, ses prérogatives sont limitées à ceci, mais quand vous constatez les limites, à quoi servent les textes que nous prenons? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on va devant une assemblée et on propose des lois? C'est parce que, au regard de la façon dont nous sommes gérés et les règles que nous avons eu à asseoir, on se rend compte de leur caractère anachronique, où on se rend compte de leurs insuffisances, où on se rend compte que l'évolution des choses nous oblige à anticiper ou à actualiser certains textes qui aujourd'hui ont besoin d'un certain nettoyage. Donc on ne peut pas dire que bon, voilà des limites, voilà les limites, alors qu'on se rend compte qu'on a un pourrissement sur le terrain, on a un problème sur le terrain. Le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on le règle. Et on met en branle ce qu'il faut en termes de stratégie pour cela. Et les textes font partie. S'il faut renforcer le ministère pour ce qui est de ses prérogatives et que ça puisse solutionner le problème, ça devrait se faire. Maintenant, à différents niveaux, c'est clair qu'il y a toujours des responsabilités. Chacun veut être celui qui décide là où il y a l'argent. Maintenant, quand vous lui enlevez ses prérogatives, vous voulez lui donner à l'autre, on va dire que non, vous lui faites la force, c'est dans ça seulement on arrive à s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait? Alors qu'aujourd'hui, la question de terre, c'est devenu l'investissement le plus sûr. C'est ça la réalité. C'est devenu l'investissement le plus sûr. Vous achetez une parcelle, en tout cas si vous avez vos papiers, même si vous dormez tranquille, 5 ans après, quand vous revenez, c'est mieux que les actions que vous avez eu à prendre en bourse. C'est la réalité aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que cela ne va pas attirer des acteurs véreux? Ça va forcément attirer des acteurs véreux. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez comme garde-fou? C'est ça le problème aujourd'hui. Regardez, on dit qu'on cherche l'argent. On dit que non, ça ne va pas, on dit ceci, on dit cela. Mais regardez, quand on lance les souscriptions pour les logements, quand l'État a lancé récemment, tout le monde y a participé. Avec un secret espoir en travaillant qu'on ait son numéro tiré ou comment c'est qu'on dit. Mais parce que il y a un besoin de se loger qui est monstre, il y a une envie d'avoir une qualité un accès à une qualité de logement très intéressante. C'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que ce n'est pas un système pour que le besoin ait une satisfaction et donc que la plupart des demandeurs puissent trouver un logement social parce que les moyens ne sont pas conséquents, et qui un logement moyen parce qu'il est aussi un citoyen moyen, donc un revenu assez intéressant, qui est un logement de standing parce qu'il a les moyens et qu'il veut F ceci et F cela.
Ça veut dire que c'est des niches, on parlait de niches hier, c'est des niches sur lesquelles on peut bien regarder en même temps répondant aux besoins qui est celui fort exprimé aujourd'hui par une population qui a envie de se loger, et puis aussi en allant assainir un peu un milieu où il y a des bandits en col blanc qui font de ce domaine-là, qui en font leur chou gras, et qui se réveillent un matin et prennent des hectares et morcellent là comme ils veulent, demain ils lancent des campagnes, et puis après quand vous venez, il y en a même, et ça on l'a appris, quand vous venez déposer vos millions, on ne vous donne pas un reçu. On évite d'avoir des traces qui accablent. On évite d'avoir des traces claires. On évite de vous donner un reçu clair. Vous déposez de l'argent sur un compte qui n'est même pas au nom de l'entreprise qui vous a appâté. Et puis vous venez, c'est comme si vous déposez de l'argent sur le compte d'une personne. C'est ce qui se passe. Mais les gens ne vont pas dire qu'ils ne savent pas. Il est un silence qui est coupable. C'est celui qui est très clair. Vous savez que c'est pas bon. C'est vous qui tenez les rênes et puis vous ne faites rien. Ça, c'est un silence coupable. Vous ne vous asseyez pas pour dire les tests là, ça ne me permet pas. Non. Qu'est-ce que vous faites pour régler le problème? On les reçoit à longueur de journée sur les plateaux. C'est facile. Aujourd'hui, vous recevez les souscripteurs à l'étang, projetant, vous demandez, il y a un nom qui sort. Demain, il y a un autre problème, souscripteur à étang, il s'agit de... C'est le même nom qui sort. Mais on entend chacun faire la sourde oreille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un silence coupable. Alors, autre volet de la question que je voudrais qu'on aborde, c'est la question de la viabilisation. Parce que l'esprit même de la promotion immobilière, on peut reconnaître que ça participe de la volonté de l'État à donner aux populations un logement décent. Mais il y a la question de la viabilisation parce que les sociétés ont des agréments, ont des cahiers des charges et elles promettent aux populations l'électricité, l'eau, les canalisations et tout. Au finish, pendant des années, on n'a rien. Est-ce que là, ce n'est pas de la responsabilité pas de l'État, mais du ministère en charge de l'habitat? Plusieurs sociétés n'ont pas fait mieux que l'État. L'État a fait la même chose. Et les propriétaires et plusieurs promoteurs immobiliers sont venus faire la même chose. C'est-à-dire, ce qu'ils les regardent là, c'est pouvoir terrasser, dégager les parcelles, et puis c'est tout. Chacun se cherche. C'est ce que l'État fait. Alors que normalement, quand le terrain est déblayé et puis vous parcelez, il y a la viabilisation. La viabilisation pour que on ait de l'eau potable sur le site, on ait de l'électricité, et la viabilisation va jusqu'au tracé des voies et aussi permettre l'évacuation des eaux, donc ce qu'on appelle communément les caniveaux, donc construire également les canaux d'évacuation d'eau, c'est ce qu'on appelle la viabilisation. Mais ici même les espaces de récréation. On a mis à nu. Les espaces de récréation sont dégagés, mais c'est pas alimenté. Vous savez, il y a un grand terrain vide au milieu des concessions. Les jeunes se rencontrent pour jouer au football. Vous ne savez pas à quoi c'est destiné. Un beau matin, on vous dit c'est un espace vert, ou bien c'est un lieu de culte, ou bien c'est une réserve administrative. Et donc, alors que les espaces verts doivent être effectivement opérationnalisés, puisque c'est là pour ça. Mais si ce n'est pas opérationnalisé, bon, il y a des riverains qui en font des bistrots pour que les voisins puissent venir se désaltérer. Et puis après, il y a quelqu'un qui arrive un matin et dit le représentant de l'État, il veut viabiliser, ça devient un problème. Nous on est là, on se débrouille pour manger, et puis il vient prendre qu'il veut faire ceci, ça devient une autre affaire. Donc les promoteurs immobiliers n'ont pas fait mieux que l'État. Et également quand ils sont arrivés, ce n'est pas eux tous, mais la plupart, chacun se contente de dégager, de construire les maisons et puis se chercher, c'est fini. Les promesses par rapport à la viabilisation, par rapport à l'adduction d'eau potable, à l'électricité, au tracé, pour la construction des canaux d'évacuation d'eau, c'est fini. Donc les uns et les autres viennent dans ces conditions, comme l'a dit Geoffroy. Monsieur verse l'argent, il prend un papier, lui-même me regarde, il n'est pas sûr de la crédibilité du papier, mais il s'en va. Mais il y a la responsabilité même de ces personnes-là aussi, les souscripteurs. Il y a leur responsabilité. Et ils ne disent rien. Et un matin, il se rend compte que monsieur n'a pas respecté ses engagements, il commence à se plaindre. Mais c'est dès le départ. Vous avez versé l'argent, mais ce que vous avez pris là, vous vous rendez compte que ce document-là n'est pas une pièce comptable. Sur la base de ce document, ce n'est pas une pièce comptable que vous avez sur la main.
Mais il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que monsieur ne respecte pas les engagements, ce soit la maison qui coule ou les murs qui se fissurent, vous les raccordez. Après, avec du ciment, vous arrivez... bon, ceux qui ont les moyens cassent presque tout pour le faire, ou bien puis bon, on passe à autre chose. Mais dans ces conditions, pour quelqu'un qui a saigné, à un moment donné, il n'a pas les moyens pour faire les retouches en griffe nécessaires. Conséquence, la bâtisse prend un coup. C'est comme s'il a fait une mauvaise affaire, mais effectivement c'est ça. Et donc, d'où ces plaintes-là. Donc on a enregistré des plaintes à Samba, on a enregistré des plaintes à Zaktouli par rapport aux promesses non tenues sur la question de la viabilisation. Et les promoteurs immobiliers, j'ai dit, n'ont pas fait mieux que l'État. Alors que la responsabilité du ministère et de la commune, c'est de suivre. Parce que c'est sur la base de ces engagements-là que la terre était, les autorisations étaient obtenues. Il dit aux populations, voilà ce que je vais faire. Je vais dégager des aires pour du commerce. En tout cas, si vous me donnez l'espace là, on aura des espaces pour des écoles, pour les questions de santé, pour les questions commerciales. Tout est réglé. Les populations disent, Dieu merci, c'est bon. Ok. Les établissements sur le PV, c'est fini. Au niveau de la mairie, le plan d'investissement, tout est monté. C'est que ça passe. Au niveau de du ministère, et puis... Maintenant, monsieur vient, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne respecte pas les engagements et personne de toute la chaîne n'a les 10 mots. Ah non, il y a un problème. Et c'est les riverains, parfois à un moment donné, excédés à leur corps défendant, qui prennent le risque de le faire. Mais à Saba, on dit qu'il y a certains même qui ont l'eau. Et que ça dit que on ne sait pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont eu l'électricité avec le même promoteur. Pendant ce temps, les autres là attendent. Il y a un problème. Donc c'est nous encore qui partons, dit bon écoute, il faut gérer pour moi là. De toute façon on va voir. Mais attends, la responsabilité elle est partagée à un certain niveau. Mais avant tout, il y a des responsables au niveau de la commune, il y a des autorités communales et on a une autorité gouvernementale qui doit s'assumer dans cette affaire. D'accord. Nous allons interpeller le ministre en charge de la question, M. Maurice Bonané, qui ne manque pas de suivre cette émission, sur encore une fois à quand la fin du calvaire des populations. Il faut bien situer les responsabilités, il faut bien informer les populations et tout faire pour que les uns et les autres soient en tout cas situés quant à leur sort sur la question, parce que vous menez bien entendu une politique gouvernementale sur la question. Alors c'est encore une fois une énième piqûre de rappel sur ce phénomène de la promotion immobilière et ses conséquences. On va y mettre terme en espérant que les jours à venir, en tout cas, on pourra encore une fois revenir sur l'affaire s'il y a des évolutions. Alors, en 15 minutes, on va maintenant parler de l'actualité, ce qui fait l'actualité au niveau du pays de la Teranga, le Sénégal. C'est ces images qui circulent sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des presses sénégalaises. C'est cette victoire célébrée entre l'ancien président Macky Sall et son dauphin l'ancien président Abdoulaye Wade et son dauphin Macky Sall, voilà, qui ont décidé de fumer le calumet de la paix à l'occasion bien sûr d'une ouverture d'une mosquée qui les a réunis. Alors donc c'est ce qui fait l'actualité dans ce pays et qui ne s'était pas parlé il y a déjà 10 ans. Quel regard on peut porter? Geoffroy Baha, on commence par vous. Quand on sait que les Sénégalais sont partagés entre satisfaction et étonnement, vous, quel est votre regard là-dessus? Bon, on le comprend, étonnement parce qu'ils ne voyaient pas la chose venir, étant entendu que, vous savez, les récentes élections ont exacerbé les clivages profonds qu'il y avait entre ces deux hommes-là. Wade, qui vit très mal les turpitudes judiciaires de son fils, dans lesquelles il voit une forte main de Sall, qui est son fils spirituel. Et il voit aussi une certaine ingratitude, et ça il le vit très mal. Et on l'a entendu à quelque temps du vote, avec des propos qui ont été fortement commentés et qui cachaient très mal toute sa colère contre Sall. Et aujourd'hui, quand on voit on les voit rentrer dans une même voiture, le président qui l'accompagne et tout, c'est clair que ça surprend. Ça surprend. Parce on n'entendait pas
parlé de comment dire cela, de discussion de rapprochement avant. On n'avait pas eu écho de mission, on va dire comme ça, de rapprochement. Mais en même temps aussi, on se dit qu'il faut comprendre quelque chose. On a un Sall aussi qui est à son 2e mandat. Les gens font très souvent ces grandes retrouvailles-là et ces grands rapprochements lorsque l'intérêt de la chaise n'est plus forcément fort pour l'un des camps. Aujourd'hui, Macky Sall, 3e mandat, je ne pense pas que ce soit quelque chose, une chose à laquelle il pense. Donc, ce qui va venir après, pour lui, c'est comment est-ce qu'il termine très bien son mandat. C'est le plus important pour lui. Et puis, derrière, il y a quand même une leçon. Il y a une leçon. C'est-à-dire que, quels que soient les clivages qu'on a, quels que soient les positions qu'on a, à un moment donné, il y a des dépassements qu'on peut faire, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a un acteur clé là-dedans, parce que le rapprochement se fait à un moment où il y a l'inauguration d'une mosquée, c'est celle des Mourides là. On sait comment ils sont forts. Et je pense que c'était aussi l'une des façons de marquer de façon très forte l'inauguration de cette mosquée qu'on dit singulière, de par sa grandeur, de par l'investissement qu'il y a eu, et puis de par l'influence que cette communauté-là a dans ce pays qu'est le Sénégal. Et je pense qu'ils ont marqué de fort belle manière la singularité aussi de l'inauguration de leur mosquée en offrant peut-être aux Sénégalais, on dira, ce grand coup-là. Maintenant, ce qu'il faut espérer, parce que, quoi qu'on dise, on parle d'acteurs politiques, qu'il y ait le dénominateur commun de la sincérité dans l'approche. Justement, Benares, on peut parler d'une vraie réconciliation parce que réunir deux personnalités à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration d'une mosquée sous l'égide du calife général de Mouride, ça ne signifie pas forcément qu'il y a eu des actes en amont qui préparaient effectivement une réconciliation ou la volonté d'aller à l'apaisement. Est-ce qu'on peut s'assurer de cette réconciliation? Bon, la réconciliation étant un long processus, il y a toujours un départ. Donc, et le reste va s'enclencher petit à petit. Mais c'est déjà bien qu'il y ait eu un rapprochement entre les deux, parce que quoi qu'il en soit, toutes les guerres finissent par autour d'une table de discussion, quoi. Vous allez monter, vous allez descendre à un moment donné, vous allez vous asseoir. Donc je pense que c'est et quand on regarde bien, les deux, donc Wade et Sall, ont beaucoup plus de choses qui les réunissent. Et quand on évalue ce qui les désunit, c'est pas grand-chose en réalité. C'est une question de positionnement politique, un choix à assumer et puis c'est tout. Sinon tout le reste... Mais ce qui n'est pas rien. C'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Ce n'est pas rien. Mais quand on fait ce qui les désunit, c'est pas grand-chose. Mais on s'accroche beaucoup plus à ce qui fait notre désaccord qu'à ce qui fait notre accord. Donc je pense que nous sommes dans cette situation. Que ce soit Karim, fils biologique, et Wade, fils politique, Macky Sall, fils politique, à un moment donné, faire un choix et puis c'est tout. Mais est-ce que pour ça on a besoin de faire de la bagarre? Non, on n'en a pas besoin. Macky Sall a mené des combats pour Wade que Karim n'a pas fait. Karim a fait des exploits pour son père que Macky n'a pas fait. C'est tout. Donc tous les deux, c'est un seul père. Maintenant, c'est l'affiliation biologique et politique qui est la seule différence. C'est tout. La seule chose, la raison, Wade d'ailleurs devrait être très heureux qu'un de ses fils spirituels, politiques, ou je ne sais pas moi, puisse être d'ailleurs son héritier. Plutôt que le fils bio, mais au moins c'est un de ses purs produits. Donc ça veut dire qu'il n'a pas échoué dans sa vie, il a pu sécréter un homme d'État. Un homme à la hauteur de remplacer valablement à la tête du Sénégal. Ça devait être d'ailleurs une fierté. On n'en devrait pas en faire un problème. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a plus de choses qui les unissent que des choses qui les désunissent. C'est parce que les uns et les autres sont beaucoup, et naturellement, je ne sais pas pourquoi l'homme est comme ça, il est plus habitué à regarder du côté où il est dérangé, qui le gêne, qui le peine, plutôt que de regarder le côté positif, quoi. Moi, je ne sais pas. Sinon, on n'en serait pas là. Mais dès lors que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? C'est fini. Il est parti, il a réussi à être président, mais on ne va pas continuer dans cette guerre inutile. Le deuxième round de la présidentielle a été joué. Il a pu gagner avec tout ce qu'il a comme appareil du pouvoir de façon intelligente. Il a écarté les autres opposants et jusqu'à Karim. Il a pu gagner. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne va quand même pas se pourrir la vie pour ça.
Parce qu'après tout, le Sénégal doit demeurer. Donc je pense qu'il y a cette réalité-là qui rattrape les gens. Mais maintenant, est-ce que c'est un processus qui est... C'est une vraie réconciliation? Est-ce que c'est justement de la poudre aux yeux? Est-ce que je pense que ça, c'est le temps maintenant qui nous permettra d'apprécier toutes ces choses-là. Voilà. Mais au moins, il y a quand même que les gens ont dit, enfin, il y a un soupir qui a été lâché pour dire, enfin, bon voilà. Donc déjà, mais avant de regarder dans le temps, on sait aussi que le défi pour tout président sortant, surtout africain, c'est de préparer effectivement sa succession, son dauphin également. Est-ce que le compromis sera pour Macky Sall d'accepter que Karim Wade, qui est en exil actuellement, puisse pouvoir faire sa candidature et revenir sans qu'il ait besoin de placer lui à son tour son dauphin? Ça, c'est à voir maintenant. Ça, c'est à voir. Je pense que c'est le premier responsable de cette situation, c'est beaucoup plus Abdoulaye Wade. C'est lui qui a, je pense, d'un point de vue, qui a commis cette erreur historique. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que Macky peut effectivement faire en sorte que les deux puissent trouver, comme on appelle cela, un compromis? Là, ça va être très déterminant, parce que c'est très, très difficile. Parce que Macky aussi, dans son camp, il y a des gens qui attendent. Donc, dans le cas de Wade, il y en a aussi qui disent, maintenant, Karim n'est pas Dieu. Si Karim ne peut pas, il faut passer l'affaire, au moins cela passe à quelqu'un d'autre. Donc, il ne faudrait pas que la prochaine élection présidentielle, nous échouons encore parce qu'on n'a pas pu placer Karim. Donc, il y a ces choses-là, mais ça ne dépend pas seulement des deux. Ça dépend de... Et puis, à un moment donné, un troisième larron pour sortir du lot et puis battre ce compromis-là. Donc, je pense qu'il y a un regard lucide à avoir. Et maintenant, est-ce que ça va être dans l'ordre du possible? C'est des choses que Wade devait regarder depuis très longtemps. Depuis très longtemps, sécuriter quelqu'un et travailler à un moment donné à ce que son fils soit indispensable. Mais aujourd'hui, ça va être très difficile. Mais je ne sais pas comment est-ce que les choses vont se préparer. Mais ça va être très difficile. Mais ce n'est pas des choses exclues. L'homme politique Abdoulaye tient à ce que son fils Karim soit président. Et donc, quels pourront être les compromis possibles? C'est vrai que les Maurice sont très puissants. Ils sont avec ce réseau-là. Parfois, les faiseurs de roi sont dans un autre camp. Comment est-ce que ça se détermine? Bon, ça, c'est vraiment la suite. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la réconciliation entre les deux? Là, on appréciera très prochainement. Je vois. Oui, ce que Bernard dit est très intéressant parce que Wade, à la vérité, n'a jamais voulu quelqu'un d'autre que son fils. Même, vous avez vu, quand il s'agissait des candidatures à la dernière présidentielle, il y a eu des voix qui se sont élevées au sein de son parti. Je pense que c'était Madi Kenyang, non, je sais pas, il était à la fois son avocat, donc c'est quelqu'un qui était très proche, qui a dit, mais si Karim peut pas, est-ce qu'on ne peut pas, envisager quelque chose d'autre? Mais il est entré en disgrâce en même temps avec le vieux. Et quand on regarde aussi, pour moi, Sall, c'est quelqu'un qui a vu le coach. Il a dit il ne faut pas le rater. Et c'est vrai que j'ai du respect pour vous, le vieux, c'est vous qui m'avez fait. Je suis désolé, j'ai aussi tous les droits de regarder le fauteuil que votre fils. Et il s'est assumé, il s'est affranchi de son mentor. Il a fait ses 2 mandats, c'est fini. Il n'y a plus. Et pour lui, l'enjeu, c'est de passer la main de la meilleure des façons. Et tout à l'heure, vous disiez, est-ce que c'est pas trouver un poulain? Regardez en RDC, tout le monde a compris maintenant que c'est pas parce que vous êtes fort que le peuple vous suivra relativement aux intentions que vous donnerez après. Le Ghana aussi l'a démontré. Tout à fait. Très souvent, quand vous partez, même après 2 mandats, celui que vous préparez ne va pas fort parce qu'il va avec les boulets qui sont les vôtres. On lui associe votre gestion, on lui associe vos tares, on lui associe vos échecs. Et ça fait qu'il ne parle pas forcément bien. Et ça, l'histoire nous l'a démontré pour ce qui est souvent des élections qui ont eu le visage d'une certaine indépendance et puis d'une certaine liberté, ne serait-ce que dans les résultats qui sont partagés. Donc, Macky comprendra aussi que ce n'est pas celui que vous indiquez. Non, c'est comment vous partez, c'est-à-dire le gage le gage de confiance au résultat et au processus que vous avez accompagné qui est arrivé à son terme. Et afin on dit, vous avez fait vos 2 mandats, vous êtes parti par la grande porte. Et c'est ce que les gens comprennent aussi aujourd'hui. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Maintenant, peut-être que pour ce qu'il est en train d'ouvrir, c'est que chacun se batte comme il peut. L'ancien maire de Dakar,
il a été libéré, il a bénéficié d'une grâce. Donc je veux dire que Macky aussi est dans cette dynamique. Il faut, comme il n'y a plus d'enjeu, s'il est vrai qu'il ne pensera pas à un troisième mandat, s'il n'y a plus d'enjeu, bon, c'est tranquille, il faut terminer son mandat en essayant de rapprocher le maximum et en faisant taire au maximum aussi tous les reproches qu'il y a eu contre nous et ceux qui nous ont gardé une dent. Il faut dire que 2020 sera particulièrement intéressant en termes d'animation de la vie politique au niveau du Sénégal. Mais pour l'instant, cette réconciliation, cette paix signée entre les deux hommes, largement saluée par bien d'observateurs. Et nous avons voulu également marquer cet instant à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci à tous les deux d'avoir donné votre regard. On s'arrête là pour cette journée, espérant vous retrouver demain vendredi pour la dernière convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.